professeur Alkali Doumbouya de la République de Guinée. Je suis en fait enseignant-chercheur. Mais ici au Mangal, j'ai été invité parce que je suis le président d'une ONG de protection de l'environnement qui est PREM, Partenariat Recherche Environnement Média. Et donc, comme vous le voyez, il y a les médias et la recherche qui sont ensemble. Et c'est pourquoi j'ai fait, dans le cadre du PAP Bio, une étude pour valoriser les connaissances endogènes. Souvent, elles sont sous-estimées, et même dans la rédaction ou dans la formulation de plans de gestion des aires protégées. Et j'ai supposé que ils apportent ces connaissances endogènes, consolident le plan de gestion d'une aire protégée, et aussi ça met les populations en confiance que leurs connaissances ancestrales d'ailleurs sont prises en compte dans le plan de gestion, parce que c'est eux qui indiquent non seulement les espaces importants, mais les espaces importants de leur site. Voilà un peu. Et nous les avons interviewés. On a travaillé avec eux, soit individuellement par des personnes ressources, soit en focus. Et il s'est avéré qu'effectivement, aussi bien ce qui concerne les ressources animales, y compris maritimes, et les ressources floristiques, il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre de ces populations et qu'on peut intégrer dans le plan de gestion pour le rendre plus efficace, pour le rendre d'ailleurs facilement acceptable. Parce que ce sont ces populations qui vivent là, qui appliquent les règles de gestion que nous allons. Et donc si les règles de gestion viennent d'elles-mêmes, donc c'est plus facilement applicable. Et c'est ce que nous avons essayé de faire comprendre par cette étude-là. Ce qui m'a le plus étonné en fait, ou bien marqué, il y a deux choses. La première, c'est que nous avons une île à peu près de 110 000 hectares. Et les populations peuvent vous dire, c'est à tel endroit que telle espèce se reproduit, et nulle part ailleurs autour de l'île. C'est extrêmement important pour un gestionnaire et il peut vous dire à quelle période ces espèces viennent pour se reproduire. Donc si vous protégez là, parce que c'est des individus matures qui viennent se reproduire, or c'est ces individus matures que les pêcheurs aussi ciblent, parce que bon, ils ont la taille qu'il faut, le poids qu'il faut, et donc ça coûte plus cher. Quand je prends le Bobo par exemple, qui est à la frontière entre les îles Tristão et la Guinée-Bissau, il y a le fleuve qui est là, il y a une période d'abondance de cette ressource. Et heureusement, même les pêcheurs disent, la ressource n'est pas encore mature, réservons-nous d'aller. Même si après, ils se jettent tous là-dessus, mais au moins ils laissent la ressource grossir, atteindre une taille, moi je dirais de première reproduction, qui correspond souvent à la taille commerciale, au moins minimale. Est-ce que vous voyez? Et moi, j'apprécie ces connaissances-là. Et quand on intègre ça dans le plan de gestion, on sait que la surveillance doit s'appuyer sur tel endroit parce qu'il y a cette telle espèce qui est venue se reproduire, ainsi de suite. Prenons les tortues marines, par exemple. Il y a un endroit qu'on appelle, disons, Kakriti, dans les îles Tristão. C'est au bout de l'île parce que vous avez près de 20 km de plage de sable. Mais au bout, c'est là-bas où les tortues viennent
se reproduire d'abord qu'Akriti. Alors, quand on sait ça, nous, on n'a pas... La recherche scientifique étant chère, s'il faut une présence permanente, voyez-vous, envoyer des enquêteurs de manière permanente, ça coûte cher. Mais si vous vous appuyez sur les populations, c'est elles-mêmes qui vous disent non, vous ne fatiguez pas, venez à tel mois, vous trouverez. Ouais. Et c'est extrêmement intéressant, cette collaboration avec les communautés. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. Au-delà de ça, on leur a demandé, que pensez-vous des animaux, y compris le poisson. Hein. Elles disent, c'est d'abord la nourriture. C'est ensuite le revenu quand nous exploitons. Mais c'est surtout, il y a des espèces que nous protégeons. Donc que les populations elles-mêmes arrivent à parler d'espèces animales protégées. Pour moi, c'est un haut degré de conscience, de protection de la nature grossièrement. Vous allez vers la flore également. Qu'est-ce que la forêt représente pour vous? C'est l'alimentation, mais c'est la médecine traditionnelle. Parce que c'est des endroits éloignés des hôpitaux. Il y a des maladies qui soignent avec la médecine, les feuilles, les racines, les décoctions. Donc, que les populations elles-mêmes vous indiquent où se trouvent les touffes de ces plantes-là, c'est extrêmement important pour le gestionnaire que nous devons être, pour dire oui, conservons ça pour les générations futures, conservons ça pour la richesse de la diversité biologique, conservons ça, n'est-ce pas, pour les aménagements futurs que nous allons faire. Et je vais plus loin quand je prends les animaux, par exemple, qu'ils protègent. Hein? Quand vous avez une aire protégée, vous voulez rentrer dans le cadre du tourisme écologique, n'est-ce pas, de l'écotourisme. C'est ces parcours-là, c'est-à-dire ces sites-là qu'ils vous indiquent. Par exemple, il y a le caïman ici, on sait qu'ils sont là. Il y a les phacochères là, on sait qu'ils sont là. Il y a les tortues qui sont là, on sait qu'ils sont là. Donc, ça vous facilite le tracé du parcours écotouristique de votre... Voyez-vous, je le dis, les populations ont des connaissances à valoriser. Et c'est nous qui devons valoriser ça dans le plan de gestion. Voyez-vous, c'est nous qui devons valoriser ça par des projets que nous formulons d'appui, par exemple. Voyez-vous, quand dans les îles Tristao, on utilisait par exemple le sel de cuisine. Il fallait faire bouillir l'eau de saumure. Mais on y a introduit aujourd'hui la saliculture solaire, où tu n'as même pas besoin de couper du bois. Tu récoltes l'eau salée, tu étales la bâche là-dessus avec une certaine épaisseur et en 5 heures, tu as du sel. Voyez-vous? Donc, ça réduit la pression sur la mangrove que nous voulons protéger. C'est la même chose parce qu'en Guinée, par exemple, je le disais tantôt dans ma présentation, il pleut beaucoup en Guinée. Conakry, la capitale, a 4 mètres de pluie par an. C'est pas exagéré. Hein? À Boké ou à Tristao, vous avez 2 mètres de pluie par an. Vous savez les quantités qui descendent là et qui drainent l'alimentation pour le... Maintenant, quand la mangrove est là, c'est sous la mangrove que tout se produit. Toute cette alimentation pour les animaux marins est malaxée, est réduite en petits lambeaux, même en micro-organismes. C'est, comme nous on le dit, nous les scientifiques, c'est là où part la production primaire, part de là sous la mangrove. Donc cette mangrove, il faut la protéger. Elle protège les îles contre les vagues, parce qu'elle brise la force des vagues.
Donc l'érosion côtière est ralentie, sinon éliminée, mais elle sert aussi de lieu de nourricerie pour les poissons, pour le lieu de reproduction pour les poissons. Hein. Et plus ils grandissent, plus ils s'éloignent et sortent pour être accessibles à la pêche proprement dit. Donc, quand vous attaquez, quand vous demandez aux populations quelle est la valeur de votre site, ils peuvent vous dire pas mal de choses. Hein? Ce que je regrette, bon, moi je suis pas économiste, on aurait dû faire la valeur économique de ces aires protégées. Toute cette biodiversité-là, la transformer en valeur monétaire et aller présenter ça à un ministre du budget. Voilà ce que les 100 hectares-là donnent à la Guinée. Je vous assure, il aurait mieux investi pour avoir plusieurs de ces aires protégées. Voilà, c'est un peu ça. Hein. C'est qu'on ne connaît pas, on voit le poisson, on voit la tortue, on voit la biche, on voit le phaco. Mais quand on fait une valeur économique globale d'une aire, le ministre réfléchirait beaucoup pour donner ça, pour qu'on y construise, par exemple, je ne sais quoi, ou une route pour que le minerai passe, quoi.